Romain Baumet de l'équipe FME de VRMS. Et bonjour, je suis donc Mathilde Krempf de l'équipe FME de VRMS et je vais commencer à vous présenter les nouveautés de FME. Donc on va parler des nouveautés de FME dans les deux applications FME, FME Form, FME Flow. Et on va également parler des nouveautés un peu plus généralement du côté de l'entreprise VRMS. Donc on va parler des nouveautés qui se sont ajoutées depuis la dernière conférence FME. Donc on va avoir quelques versions à balayer. Tout d'abord, avant de commencer, un petit zoom sur le calendrier de sortie prévu par Safe Software. Il y a une volonté de simplifier les sorties, diminuer le nombre de versions. À présent, on aura une version majeure par trimestre et une version mineure par mois, sauf cas exceptionnel. Vous noterez aussi un code couleur des versions qu'on utilisera dans la suite de la présentation. À noter aussi, on a apposé une petite pastille FME Community pour montrer quelles sont les nouveautés issues des idées de la communauté du FME Hub, sur laquelle vous pouvez retrouver pas mal de projets, de transformers, de tutoriels, etc. On va donc commencer à regarder les nouveautés du côté de FME Form. Dans cette partie, on va regarder les nouveautés du côté des formats. On va regarder également quelques transformers. On va faire un petit zoom sur les paramètres utilisateurs et puis on parlera de fonctionnalités et d'interface un peu plus en général. Donc du côté des formats, on va commencer par des nouveaux formats. Ensuite, on verra quels formats ont subi des améliorations. Et on va se concentrer sur deux formats en écriture, donc deux writers en particulier qu'on a trouvé intéressants. Alors, tout d'abord, du côté des tout nouveaux formats, on a le S3 Geodatabase Open File Geodatabase en Reader et en Writer. Celui-ci remplace le format File Geodatabase Open API, qui est désormais obsolète. Il permet de lire et d'écrire au format Geodatabase de manière simplifiée, sans nécessité de disposer des bibliothèques Esri. À partir de la version 2026.1, on a la prise en charge du format de la version 5 du format HDF, donc Hierarchical Data Format, en lecture. Donc, c'est un format qui permet de stocker de grandes quantités de données sous forme de raster, donc des grilles ou des images multidimensionnelles. C'est utilisé notamment pour l'analyse de données géospatiales, satellites, météo. Du côté des formats un peu plus data warehouse, on a notamment le Microsoft Fabric Data Warehouse en Reader et en Writer. Donc, c'est une plateforme de données unifiée dans le cloud qui fournit des services de gestion et d'analyse de données. Retour sur des formats un peu plus utilisés en SIG avec le OGC CityGML. Donc en Writer, il y a à présent la prise en charge du format V3, du standard V3, qui était déjà pris en charge en lecture, à présent il est disponible en écriture. Enfin, on a le format PM Tiles en Reader et en Writer. Alors ce format, il est développé par Protomaps, donc à présent disponible en lecture et en écriture. Il permet un système d'archivage de données de vecteurs, raster, sous forme de tuiles en un seul fichier. C'est ça qui est assez pratique. Alors, du côté des formats modifiés, qui ont subi quelques améliorations. Sur le reader Databricks, il y a à présent un support natif de type spatiaux. Du côté du format Delta Lake, il y a eu des mises à jour sur le reader et cela permet d'assurer le support Delta Lake sur AWS, Azure et GCP, d'autres services. Du côté du format IFC en écriture, donc ce format fonctionne avec des layers, des classes, et à présent, il y a des nouveaux layers supplémentaires qui sont pris en charge du côté de l'export. D'après l'éditeur Safe Software, plus de fonctionnalités sont attendues dans les versions prochaines, 2026.2 et 2026.3.
Et puis, on a des améliorations du côté des writers Excel et JSON. Je vous en dis pas plus maintenant, on va se concentrer dessus pour quelques minutes. Du côté du writer Excel, il a subi des améliorations qui lui permettent à présent de prendre en charge des véritables tableaux Excel, comme si on les avait créés dans l'application Microsoft Excel. Donc ils s'étendent automatiquement pour inclure des nouvelles données sur les lignes et les colonnes. On peut également choisir via FME le choix du style du tableau. En lecture et en écriture du format Excel, il y a également une gestion améliorée des feuilles masquées, des formats numériques intégrés, des cellules vides, des cellules fusionnées, etc. L'objectif, c'est de rendre l'intégration de données Excel plus fluide et plus précise. Je vous propose une petite démonstration du Writer Excel avec un cas assez simple. Donc, vous devez voir sur mon écran un Workbench FME. J'ai une liste d'employés avec des informations, hein, donc fictives bien sûr, stockées dans une table Spatialite. Et je souhaite extraire les données d'une entreprise en particulier, exporter tout cela dans un tableau Excel, donc dans un fichier Excel, mais en plus mis en forme avec un tableau. Donc pour ce faire, tout va se passer au niveau du writer dans le choix du type d'entité. Tout d'abord, vous noterez ici le mot-clé table avec une majuscule et 2 points et le nom de mon tableau ici employé. Je dois absolument écrire les mots-clés relatifs à Excel en anglais, quelle que soit la langue d'installation de mon ordinateur. Donc, je signifie par le nom du type d'entité ici que je souhaite écrire les données dans un tableau. Et en plus, j'ai le paramètre style de tableau disponible. Et donc, j'ai tout le loisir, ça ressemble à ce qu'on a dans l'interface de l'application Excel, de choisir du coup un style de tableau qui me convient. En sortie, après exécution, je retrouve un tableau Excel de ce type. Donc, j'ai l'onglet ici relatif au tableau. En cliquant dessus, j'ai bien mon nom de tableau employé. Et donc, à présent, j'ai mes données sous forme de tableau. Je peux les trier, je peux les filtrer, etc. Comme si je l'avais créé avec l'application Excel. Donc plus de fonctionnalités Excel et cette fonctionnalité de tableau vous seront relatées dans l'article du guide des transformers que nous avons préparé spécifiquement sur Excel. Du côté du Writer JSON, à présent, il permet de construire des arborescences en sortie plus imbriquées et plus complexes. Il supporte à présent l'écriture d'objets, des listes, notamment des listes FME. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez à présent que à l'intérieur de l'objet JSON Pays de la Loire de la région, eh bien, j'ai ma liste de départements qui s'est écrite de manière assez lisible dans ce fichier JSON. À présent, nous allons parler des transformers. On va commencer par quelques généralités, paramétrage de transformers. De la même manière que les formats, on va s'intéresser donc aux tout nouveaux transformers. On va s'intéresser aussi à des transformers qui ont été modifiés et on va zoomer en particulier sur certains transformers. Pour commencer, quelques généralités. Donc, à présent, il y a des transformers qui ont des ports d'entrée facultatifs. Depuis 2025.2, on n'est plus obligé d'utiliser un creator pour démarrer un traitement poursuivant sur un HTTP caller, un attribute creator, un system caller, un workspace runner, etc. La liste complète des transformers concernés est disponible sur le site internet de Safe Software. Donc à présent, on peut commencer des chaînes de traitement avec directement certains transformers. On n'est plus obligé d'utiliser un creator. Autre généralité, cette fois-ci par rapport au support et aux dates, au support de format des dates.
Auparavant, FME avait son propre système de date par défaut pour représenter la date et l'heure. À présent, dans les transformeurs liés aux dates, nous avons la possibilité de choisir le support, le format de date ISO 8601. Donc, c'est une norme ISO qui spécifie la représentation numérique de la date et de l'heure. Dans les transformeurs concernés, vous retrouverez cette option. À présent, entrons dans le sujet des transformeurs. Il y en a pas mal qui ont subi soit des nouveautés, soit des modifications. On a par exemple du côté des nouveaux transformeurs le MCP Caller. C'est un transformeur qui permet de se connecter à un serveur MCP pour envoyer des requêtes. On a également le Trimble Unity Connector. Donc, c'est un transformeur qui permet de se connecter à une instance Trimble Unity pour gérer les services de cette application. Ensuite, on a 3 transformeurs Geometry Copier, Exposer et Name Setter. Donc, ce sont des nouveaux transformeurs qui permettent une gestion améliorée des géométries dans FME. Ensuite, on a le Database Querier. On en parlera brièvement tout à l'heure, dans quelques secondes, ainsi que le Excel Conditional Formatter et le 3D Slicer. Cela, on les verra un petit peu en détail. Du côté des transformeurs modifiés, alors Microsoft Azure AI Service propose des connecteurs avec Azure AI Vision Connector, Azure Text Analytics Connector. Donc ceux-ci ont subi des mises à jour afin d'assurer la compatibilité avec les dernières versions des API de Microsoft pour qu'il y ait une entière compatibilité et une facilité d'utilisation. Du côté du Dropbox Connector, il a été développé avec un nouveau SDK et donc l'ancien Dropbox Connector est déprécié. Ensuite, du côté un peu plus géométrique, on a le Ncord Snapper, le Snapper. Donc, ceux-ci, on va les voir un peu plus en détail tout à l'heure. Et on a également le String Replacer qu'on va regarder en détail pour voir ce qui a changé. On va commencer avec le Database Query. Donc, c'est un nouveau transformer qui permet de faire des requêtes vers des bases de données SQL et non SQL. Il a vocation à remplacer le SQL Creator et le SQL Executor, qui sont désormais obsolètes. Il fait partie des transformers qui ont à présent un port d'entrée optionnel. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est que ce transformer nous retourne le nombre d'entités qui ont été retournées par la requête SQL. Donc ce transformer va être à privilégier pour les nouveaux projets, plutôt que d'utiliser les classiques SQL Executor et SQL Creator. Ensuite, on a un transformer qui s'appelle le Excel Conditional Formatter. Donc il y a eu des dernières nouveautés Excel assez poussées sur FME, et ce transformer en est la preuve. C'est un transformer qui permet de faire une mise en forme conditionnelle des cellules. Et donc, un transformer Excel Conditional Formatter permet d'appliquer une règle de mise en forme sur les données qui seront exportées. Et si l'on souhaite appliquer plusieurs règles pour les combiner, eh bien, on peut enchaîner les transformers pour donc appliquer plusieurs règles. Je vous propose une démonstration pour voir de quoi il s'agit exactement. Alors, le contexte. J'ai des données sur les prix moyens de l'immobilier par mètre carré par département. Donc j'ai 93 lignes pour chaque département, un prix moyen de l'immobilier au mètre carré. Je souhaite exporter ces données-là dans un fichier Excel et je souhaiterais aussi mettre en évidence les prix qui sont supérieurs à la moyenne nationale. Pour cela, je peux utiliser le Excel Conditional Formatter. Et donc, il se présente avec tout un tas de paramétrages. Donc, je choisis l'attribut sur lequel qui doit être pris en compte pour les valeurs conditionnelles. Et
je peux choisir du coup ici des règles. Alors il y a plusieurs règles possibles, hein, comme par exemple, je pourrais me concentrer sur des valeurs uniques, sélectionner uniquement, formater uniquement les cellules qui contiennent une chaîne de caractères spécifique. Et là, je vais rester sur formater uniquement les valeurs au-dessus ou en dessous. Et je dois affiner mon paramétrage en disant que je souhaite formater les valeurs qui sont au-dessus de la moyenne. Les valeurs concernées, je vais donc les afficher le texte de la cellule en gras, la couleur en blanc, et je vais mettre un fond de cellule en rouge pour que ça ressorte bien. Et donc après exécution, j'obtiens le fichier suivant. Donc je retrouve bien mes départements, mon prix moyen au mètre carré. Et de ce que je vois, c'est que certaines cellules sont colorées en rouge avec un texte blanc en gras. Et donc, ça correspond bien à des valeurs qui sont plus hautes que la moyenne nationale. On a un autre transformer qui a été bien modifié. Donc, il s'agit du string replacer. Alors, le string replacer, il existait déjà, mais il a été modifié pour, à présent, travailler sur plusieurs champs à la fois pour le remplacement de chaînes de caractères ou d'expressions régulières. Le transformer, donc, il travaille pour remplacer des chaînes de caractères, des expressions régulières. Et à présent, il prend en charge le comportement du string pair replacer qui est désormais obsolète. Avant de passer à une démonstration, je voudrais attirer votre attention sur des choses un peu plus générales sur les transformers, à savoir, à présent, dans les nouvelles versions de FME, les paramètres obligatoires sont notés d'un astérisque en rouge. Donc au lieu d'avoir tout le champ pour entrer le paramétrage de coloré en rouge, vous avez simplement l'astérisque. Et de plus, on a un numéro de ligne qui est apparu dans les transformers où on peut paramétrer plusieurs lignes. Donc, par exemple, dans ce transformer en particulier, le string replacer, également dans le testeur, etc., etc. Place maintenant à une démonstration pour vous montrer le fonctionnement. On va se placer dans la situation d'un publipostage. Alors, qu'est-ce qu'un publipostage? C'est-à-dire que je dispose de données de contact. J'ai pas mal de contacts de personnes qui résident dans la commune. Et moi, en tant que service de la commune, je voudrais indiquer à ces personnes, les informer de travaux qui vont se dérouler proche de leur domicile. J'ai un texte modèle. Donc, j'ai créé un champ de texte. Ici, je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux. Avec une petite mise en forme. Donc, j'ai le prénom, le nom, l'adresse, l'objet de ce courrier, et ensuite un texte qui va devoir être personnalisé avec la civilité, le nom, et dire que des travaux auront lieu dans leur rue, proche de leur domicile. Donc j'ai préparé mon template avec des balises, et je vais me servir du string replacer pour venir remplacer les balises par les valeurs d'attributs. Donc ici, dans l'attribut texte, je vais venir remplacer le dièse CIV dièse par la valeur du champ civilité. De la même façon pour les trois autres balises, avec le prénom, l'adresse et le nom. En sortie, je vais pouvoir inspecter la valeur de texte. Et donc, si je zoome pour qu'on voit mieux, on voit que les balises ont bien été remplacées par le prénom, le nom, une adresse. Il y a également l'adresse qui a été remplacée correctement dans le corps du texte. À présent, on peut envisager d'envoyer ce texte via un emailer, par exemple, pour poursuivre le traitement et avertir les personnes concernées. Alors, reprenons maintenant avec un autre transformer, cette fois-ci, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on a vu, puisqu'on va s'attarder sur de la géométrie. Le 3D Slicer, il a fait son apparition en 2025.1
Et son rôle, c'est de venir réaliser une coupe en 3D d'une géométrie selon un plan défini en X, en Y ou en Z, ou selon un plan complètement personnalisé. Donc par exemple, sur cette démo, ici je vais agrandir un peu, j'ai créé un cube en 3D, je peux l'observer, et je souhaiterais le découper selon un plan que j'ai moi-même préparé. Donc dans mon 3D Slicer, je vais pouvoir indiquer à FME que je vais utiliser non pas un plan fixe en X, en Y ou en Z, mais un plan défini par un point et une normale. Il va falloir se rappeler des cours de géométrie dans l'espace. Et donc, il faut indiquer le point, les coordonnées du point, ainsi que les coordonnées du vecteur normal. Et donc, en sortie, j'obtiens deux entités. Et je vais, avec un test filter, mettre en avant ce qui était en arrière et en avant de mon plan de découpe. Donc si je regarde ce qu'il y a sur le bac, sur l'arrière, j'ai une moitié du cube. Et puis sur le front, j'ai l'autre moitié. Si je visualise les deux en même temps, je constate bien que j'ai bien mes deux entités qui forment mon cube d'origine. Alors, toujours sur la géométrie et plus particulièrement la 3D. À présent, les transformers Snapper et Anchored Snapper, qui jouent le rôle d'accrocher des géométries entre elles selon des critères de proximité, permettent de travailler en 3D. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, c'était uniquement la 2D qui était prise en compte. Et maintenant, on a le choix de travailler en 3D. Au niveau des applications de ces transformers, on va les retrouver dans les traitements qui permettent de nettoyer les géométries, nettoyer des réseaux, faire du traitement de l'O2, de mèches, etc. Alors, on va passer à une partie un peu plus générale sur des fonctionnalités et l'interface de FME. On voudrait vous présenter un changement qui est intervenu sur les géométries multiples. À partir de la version 2026.1 de FME, au niveau de la lecture des géométries multiples, elles sont prises en charge par défaut. Donc sur les formats compatibles qui sont affichés sur ce slide, donc les données qui comportent plusieurs géométries sont prises en charge en lecture et également en écriture. Il y a des formats à venir cette fonctionnalité va être étendue vers d'autres formats dans les versions futures. Dans la continuité de cette amélioration, on a des transformers qui ont été modifiés et ajoutés pour mieux gérer les géométries multiples. Par exemple, géométrie Remover et Extractor ont été modifiés pour prendre en charge le fait qu'on peut avoir plusieurs géométries sur une même entité. Et puis, on a le Geometry Name Setter et le Geometry Copier qui permettent respectivement de renommer, d'affecter un nom en particulier à une géométrie et de copier une géométrie pour les cas où on a besoin. Pour voir un peu mieux en détail, je vais passer la main à Romain qui va vous démontrer ce qu'on peut faire avec des géométries multiples et qui va prendre le relais sur la présentation. Donc, voici un traitement FME qui lie un jeu de données donc avec des bâtiments. Et l'objectif est de produire un export au format SQL Server avec deux géométries par entité. Une géométrie surfacique correspondant au contour du bâtiment et une géométrie ponctuelle correspondant à un point en son centre. Pour cela, nous utilisons le transformer Center Point Replacer. Il permet de générer une version ponctuelle de la géométrie à partir du centre du bâtiment. Cette géométrie est ensuite renommée en geom.point via le nouveau transformer Geometry Name Setter. En parallèle, la géométrie initiale du bâtiment est renommée en geom polygon, avec l'emploi d'un deuxième Geometry Name Setter. Une jointure attributaire est réalisée sur l'identifiant du bâtiment
afin d'associer les deux types de géométrie sur chacune des entités. Ainsi, en sélectionnant un objet, on va voir qu'il dispose de deux géométries, le point et le contour polygonal, que l'on va également retrouver dans les informations sur l'entité géome polygone, géome point. Le tout est exporté au format SQL Server qui gère les multigéométries. Une nouvelle option permet d'afficher en clair le mot de passe lors de la saisie. Cette fonctionnalité s'applique aux paramètres utilisateurs de type mot de passe. Elle concerne également les transformers avec authentification, ainsi que les connexions aux bases de données et aux services web. FME introduit la génération automatique d'un fichier CSV de suivi des performances. L'utilisateur doit activer l'option de profilage des performances lors de l'exécution. Le fichier est alors généré à chaque déclenchement. Il est horodaté et enregistré à l'emplacement du traitement. Cela correspond à un log de niveau debug. Une notification s'affiche désormais à la fin d'un traitement FME lorsque vous travaillez sur une autre application. Elle n'apparaît pas lorsqu'FME est actif. Depuis FME 2026, l'inspection des données en cache peut être réalisée pendant l'exécution du traitement. Cette fonctionnalité est prometteuse, mais elle peut être gourmande en ressources et provoquer parfois certains comportements instables. L'option est activée par défaut, mais peut tout à fait être désactivée. Nous vous recommandons de conserver les bonnes pratiques de développement, notamment en restreignant le volume de données traitées, par exemple via des échantillons, ou en limitant le nombre d'entités lues. Quelques évolutions dans les paramètres utilisateurs. Une valeur scriptée repose sur un script Python pour assigner une valeur à un paramètre. Il est maintenant possible de s'appuyer sur un éditeur externe, Visual Studio Code ou PyCharm, pour rédiger ces scripts. L'assistant IA de FME Form peut également être utilisé pour faciliter leur création. Ces fonctionnalités sont également disponibles dans le transformer Python Color. Un nouveau paramètre utilisateur est dédié à l'encodage. Il permet de choisir un système d'encodage parmi une liste proposée par défaut par FME, UTF-8, LATA1, etc. Autre évolution, dans le paramètre de type texte, il est enrichi de nouvelles syntaxes, jQuery, regex, SQL et XQuery. Cela peut notamment être utile dans le cadre de transformers personnalisés. Nous allons désormais passer aux nouveautés FME Flow avec son interface, quelques fonctionnalités et un focus sur les paramètres dynamiques. Commençons par quelques évolutions liées à l'interface et aux fonctionnalités de FME Flow. Au niveau de l'interface, il y a un léger rafraîchissement, plus aéré, plus simplifié. Les sous-menus de l'arborescence de gauche disparaissent au profit d'onglets affichés directement dans la page principale. Et puis les menus deviennent arrondis, ce qui contribue à moderniser l'interface. Un changement important concerne l'API REST FME Flow. Depuis la version 2025.1, la version V4 de l'API est disponible avec pour objectif de renforcer la sécurité et simplifier son utilisation. À noter qu'à partir de FME Flow 2026.1, l'API V3 est supprimée. Ainsi, en passant à FME Flow 2026, les développements ou applications reposant sur l'API V3 devront être migrés vers l'API V4. Pour accompagner cette transition, l'éditeur met à disposition une documentation dédiée, accessible depuis la DFME. Concernant la solution de virtualisation de données, FME intègre depuis 2026.1 les callback targets. Cette fonctionnalité permet d'appeler automatiquement une URL, donc une nouvelle route API, dès qu'une requête longue est terminée. La configuration HTTPS peut désormais être activée directement lors de l'installation FME Flow. L'apparition du serveur MCP constitue une évolution majeure de la version 2026. Cela va permettre à n'importe quelle IA de faire appel à FME Flow pour déclencher des traitements et récupérer des données. Une démonstration de cette fonctionnalité sera présentée dans quelques minutes par Alexandre. Zoom sur les applications avec les paramètres dynamiques et la sécurité.
Les paramètres dynamiques constituent une nouveauté pour les applications FME Flow. Pour rappel, une application permet d'exécuter un traitement FME depuis une page web exposant les paramètres utilisateurs du traitement via une interface relativement simple et personnalisable. À noter que son utilisation ne nécessite pas de connaissances particulières dans FME. Jusqu'à présent, les listes de choix des paramètres étaient figées dans le traitement. Désormais, elles peuvent être alimentées dynamiquement à partir de données externes sans modification du traitement FME. L'objectif est donc de proposer des valeurs toujours à jour dans l'application. Concrètement, les valeurs affichées dans l'application reposent sur un fichier JSON intermédiaire. Ce fichier peut être généré par un traitement FME, stocké dans les ressources FME Flow, ou encore récupéré depuis une URL. Le fonctionnement se déroule en plusieurs étapes. Première étape, l'ouverture de l'application, qui va déclencher la deuxième étape, la récupération du JSON. Troisième étape, le chargement des valeurs JSON dans l'application. Enfin, l'application devient prête à l'emploi avec des valeurs de paramètres à jour. Donc pour l'utilisateur, le fonctionnement est transparent et quasi instantané. Dans la démonstration qui suit, je vais présenter le cas où un traitement FME interroge une base Postgre afin de générer ce fichier JSON. Donc, nous disposons d'une application permettant de saisir une vente dans une base de données métier. Elle contient plusieurs paramètres utilisateurs, donc une date, une famille de produits, un produit et un montant. Le paramètre qui nous intéresse est la famille de produits. Cette liste évolue régulièrement et l'objectif est d'utiliser un paramètre dynamique afin de récupérer les valeurs directement depuis la base de données via un JSON intermédiaire. Dans les configurations de l'application qui s'appelle Saisir une vente, un nouveau volet est dédié aux paramètres dynamiques. Donc, pour nous accompagner, FME propose un assistant de configuration. Cet assistant permet de sélectionner le paramètre utilisateur qui nous intéresse et va générer une structure du JSON attendu en se basant sur les valeurs par défaut du traitement FME. Donc, dans notre cas, le JSON est généré par un traitement FME nommé famille produit JSON. Ce traitement donc, interroge la table Postgre contenant les familles de produits, puis exporte le résultat au format JSON suivant le modèle attendu. À partir de là, le paramètre dynamique est mis en place. Donc, je vais maintenant illustrer son fonctionnement. Donc, dans l'application, on voit qu'il y a 3 valeurs et je vais en ajouter donc, une 4e via une requête SQL, donc une nouvelle valeur dédiée au jardinage. Donc, je vais mettre à jour l'application. À ce moment-là, le traitement FME qui génère le JSON se lance, puis le JSON va être utilisé pour surcharger les valeurs de famille de produits. Ainsi, on trouve une 4e valeur dédiée au jardinage. Le JSON est ici généré par un traitement FME, mais un stockage dans les ressources FME Flow serait plus adapté dans ce cas de figure. En effet, une mise à jour planifiée chaque jour, chaque heure, permettrait d'éviter de solliciter un moteur à chaque rechargement de l'application. Toujours dans les applications, une évolution importante concerne l'amélioration de la sécurité. À noter les efforts de Safe Software à ce sujet. Donc, les applications fonctionnent désormais sans système de jetons, ce qui limite l'exposition d'informations sensibles. Il n'y a d'ailleurs plus de contraintes d'expiration des applications qui étaient liées à la durée de vie des jetons. Pour terminer, quelques actualités autour des produits développés par VRMS, à commencer par les standards de données retranscrits dans des extensions FME. Création de Starelec, donc un géostandard pour les réseaux électriques, et puis création de RecoStar, qui est la version Enedis du standard basé sur Starelec. Refonte de StarDT et PCRS, avec le passage à la version FME 2024, ce qui permet une amélioration des performances et la gestion de plus gros volumes de données. Dans la lignée des transformeurs développés par VRMS,
le nouveau transformer Cloud AI Connector permet d'interagir avec Claude via les API d'Anthropic. Son utilisation nécessite une clé API Anthropic. L'utilisateur choisit le modèle Claude à utiliser, définit le prompt et peut également ajouter un fichier au contexte. Ce transformer est disponible sous la forme d'un package sur FME Hub. Il peut donc être installé directement dans FME Form en recherchant son nom dans la galerie des transformers. Dans l'extension Magic pour FME, un nouveau menu OpenMagic est disponible depuis quelques mois. Il permet d'intégrer les données OpenMagic dans un modèle de données Postgre. Ces données concernent les locaux et les parcelles appartenant à des personnes morales comme les entreprises, les collectivités ou les bailleurs. VMAP 2, notre outil de cartographie en ligne, propose un module spécifique à OpenMagic pour interroger et représenter ces données.